Alors dans cette causerie du début de l'été 2013, je voudrais parler de Nostradamus. J'ai dans les mains donc, le répertoire chronologique Nostradamus de Ben Azra, que j'ai contribué à publier en 90, il y a donc déjà 23 ans. Je voudrais faire un peu le bilan sur mes travaux dans ce domaine, qui ont déjà fait d'ailleurs l'objet de plusieurs causeries, et donc qui sont publiés sur différents supports, notamment sur le support de Mario Gregorio, prophétie.it, dans une rubrique spéciale qui s'appelle Heilbronn Researchers, c'est-à-dire cette économique parce que le titre anglais ne concerne que des textes en français. Alors que Mario Gregorio lui-même, il est italien, et vivant à Londres. Enfin, toujours est-il que c'est comme ça que c'est connu. Heilbronn, alors avec le apostrophe S, Researchers, R-E-S-E-R-C-H-E-S. Et puis sur Facebook aussi, j'ai pas mal travaillé, j'ai créé différents groupes, dont un qui s'appelle Aldébaran, l'autre qui s'appelle Animus Anima, et l'autre qui s'appelle Nostradamus Recherche. On peut y adhérer à ces groupes sur Facebook. Alors, comme ça, j'essaie un peu de récapituler les avancées méthodologiques qui ont pu s'inscrire dans ce domaine-là, encore que je travaille moins sur ce sujet depuis un certain temps. J'ai quand même produit quand même plusieurs centaines de textes sur ce sujet, des textes de différentes tailles, bien sûr. Mais les choses qui me paraissent les plus excitantes sont celles dont je vais parler actuellement. Et alors, comme je disais dans une autre causerie, on s'aperçoit de certaines erreurs d'analyse qu'on a pu commettre, certaines insuffisances. Il y a par exemple la notion de contrefaçon virtuelle, à laquelle je n'avais pas fait assez attention. Qu'est-ce que c'est qu'une contrefaçon virtuelle? Contrefaçon virtuelle, c'est le fait qu'un auteur annonce l'existence d'un ouvrage, un ouvrage qui n'a jamais existé. Bon. Il peut même donner des détails extraordinaires, des détails d'années, d'éditeurs, etc. C'est une contrefaçon virtuelle parce qu'elle n'est pas accompagnée, elle n'est pas suivie nécessairement d'une contrefaçon réelle. Par exemple, je peux annoncer que Nostradamus a publié en telle année telle chose, et puis je ne fabrique rien qui va dans ce sens. Je dis ça parce que, comme vous le savez très bien, on a beaucoup parlé récemment dans mon travail des contrefaçons réelles, c'est-à-dire des faux qu'on peut connaître, comme par exemple le faux Macébonhomme 1555, ou le faux Antoine du Rhône 1557, et d'autres encore, ou le faux Pierre Rigaud 1566, et encore d'autres. Alors, ce que j'ai montré, c'est qu'il n'y avait pas forcément de convergence entre les faux virtuels et les faux réels. Pour des raisons d'ailleurs qui sont assez compréhensibles. Parce que une chose est de dire oui, tel ouvrage est paru à telle époque, bon. Puis après, il faut faire le travail de la réalisation du faux. Et parfois, ça ne colle pas. Et c'est ça qui est intéressant. En faisant apparaître le décalage entre contrefaçon virtuelle et contrefaçon réelle,
on déstabilise encore plus le processus de contrefaçon. Et puis surtout, on doit se protéger contre certaines aberrations consistant à dire oui, on a parlé de telle édition dans tel ouvrage, donc elle a dû exister. Non, pas forcément. On ne peut pas se fier à l'annonce d'une édition dans la mesure où ça peut être une contrefaçon virtuelle. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos, ça va de soi. En 1590, paraît à Anvers, chez François Saint-Georges, une édition à 7 centuries. D'ailleurs, la 7e centurie n'étant pas de 53 quatrains, mais de 35 quatrains. Et à la fin de cette édition, il est indiqué que c'est pris d'une édition parue en 1555 à Avignon chez Pierre Roux. Mais ça, c'est le type même des contrefaçons virtuelles. Parce qu'on n'a pas retrouvé cette édition. Quelle que soit, veut dire, on ne l'a pas retrouvée en tant que réalité, qu'elle soit vraie ou fausse, ça ne change rien. Elle n'existe pas. Certains diraient effectivement, elle a peut-être existé et puis elle n'a peut-être pas été conservée. On peut tout imaginer. En revanche, on connaît, comme chacun sait, l'édition 1555, Massé Bonhomme, mais cette fois-ci non pas à 7 centuries, mais à 4 centuries. Vous voyez le décalage entre l'annonce, parce que évidemment la contrefaçon virtuelle annonce quelque chose, et puis il y a la contrefaçon réelle, et puis les décalages. On peut épiloguer indéfiniment là-dessus, mais malgré tout, il semblerait qu'au moment où on aura voulu passer du virtuel au réel, eh bien, on aura dû, au niveau de l'application, on a dû tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui n'ont pas permis d'en rester à cette information initiale. Probablement qu'il était plus facile d'imiter Massé Bonhomme, en tant qu'il y avait une production considérable, de retrouver des éléments de Massé Bonhomme qu'on pouvait récupérer pour faire un faux Massé Bonhomme, que de récupérer des documents correspondant à Pierre Roux, à Avignon, qui était quand même... donc probablement, on avait beaucoup moins d'éléments. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. On change le libraire parce qu'on a des matériaux qui sont à disposition. Quant à la question de savoir pourquoi on est passé de 7 centuries en 90, annonçant une édition comparable en 1555, à une édition uniquement à 4 centuries, bon, on pourrait continuer à discuter ça indéfiniment, bien sûr, mais là aussi il y a une maladresse, même si elle est rapidement compensée, puisque on a effectivement une édition de 1557 qui est assez proche d'une contrefaçon réelle de 1557, qui est assez proche de la contrefaçon virtuelle de 1590, sauf qu'elle ne comporte pas 35 quatrains à la 7e centurie, mais 40 quatrains pour l'une d'entre elles, chez Antoine du Rhône, et 42 quatrains pour l'autre, chez le même Antoine du Rhône. Alors, voyez-vous, cette dialectique entre ce qu'on commence à annoncer dans les années 1588-1590 sur ce qui s'est passé dans les années 1550-1560, cette dialectique, elle est complexe. D'autant plus que, effectivement, dès 1588, enfin, si on s'en tient simplement, on ne va pas rentrer dans les détails des redactations, mais si on s'en tient uniquement aux pages de titre, dès 1588, on nous annonce, effectivement, une édition à la dernière centurie
de 39 articles dans les éditions parisiennes de la Ligue, qui elles-mêmes ne sont pas encore à cette centurie, mais enfin bon, c'est en plein chantier. Il y a une 6e centurie qui n'est pas complète, en tout cas pas complète par rapport aux éditions qu'on connaîtra par la suite, qu'on aurait connues avant. En tout cas, l'édition de 1588 parisienne, parue chez 3 ou 4 libraires parisiens, dont Pierre Meignet, dont la veuve et de Nicolas voilà, et Roré et Roffet plutôt, ou encore de Charles Roger, etc. Donc tout ça, tout ça, ça nous on nous indique effectivement que ça a été fait dans une édition vers 1560, ou pour l'année suivante, on aurait ajouté comme ça des quatrains, des articles. Et puis on connaît aussi, effectivement, une édition réelle, si on peut dire une contravention réelle, qui est apparue, qui a été signée dans la librairie Thomas Scheller, dans un catalogue très important, présenté par M. Scognamillo, une édition qui, effectivement, reprend cette hypothèse, d'une édition de 1560, etc. Donc qui s'inspire de cette hypothèse, on pourrait dire, effectivement. Mais avec des petits décalages assez curieux. Par exemple, c'est chez la veuve Buffet. On reprend le texte. Mais au lieu d'avoir 39 articles, il y en a plus de 38 sur la page de titre. Alors, revue additionnée par l'auteur pour l'an 1561 de 38 articles à la dernière centurie. Donc là, on a la prophétie, le faux réel, alors que sur les éditions parisiennes de 1588, on est dans un processus qui est virtuel. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu que j'avais un petit peu négligé, c'est cette dialectique entre le texte, l'annonce virtuelle et la réalité. Je crois que c'est important de ne pas s'encombrer, enfin de bien comprendre, de faire la distinction entre ces deux plans, parce qu'autrement on se perd complètement. Surtout, moi ça m'intéresse beaucoup, parce que moi je travaille beaucoup sur le passage de la théorie à la pratique, notamment au niveau de mes travaux sur l'astrologie, et donc par conséquent le fait de comprendre que entre l'annonce du principe et sa réalisation, eh bien, il peut y avoir des décalages, des changements, des adaptations, avec des modifications significatives. Donc ça c'est important de le préciser. Justement, je vais vous montrer Voilà, donc effectivement, voilà. Donc là, nous avons une fausse édition, une contrefaçon virtuelle, puisqu'elle est de 488, mais elle renvoie à une soi-disant édition de 1560, qui est effectivement réalisée
par la suite en tant que contrefaçon réelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je peux dire encore sur mes recherches sur Nostradamus depuis quelque temps? Ben, évidemment, il y a la question de savoir si Nostradamus est le père des centuries ou pas. Je crois que la réponse la plus raisonnable actuellement, c'est de dire que vraisemblablement, pour réaliser ces centuries, on a utilisé des documents, en tout cas pour une partie d'entre eux, des documents qui étaient là, dans le bureau de Nostradamus, et qu'il avait laissé, d'ailleurs comme le dit son testament, qu'il avait laissé comme ça, un peu en vrac dans un bureau, dans une étude. Et donc on aurait récupéré tous ces documents, et puis on les aurait, un peu comme avec les pensées de Pascal, mais enfin, pour les pensées de Pascal, c'était quand même un ensemble organisé, alors que là, c'est visiblement des choses complètement en vrac, qu'on aurait présentées sous forme de centuries, c'est-à-dire comme ça, une sorte de classement un petit peu comme ça, un peu n'importe quoi, mais qui permet justement de faire quelque chose qui a l'apparence d'une unité. C'est une unité tout à fait apparente. Hein. C'est tout l'intérêt des centuries et des quatrains, c'est de générer de l'unité là où au départ il n'y a pas d'unité. De générer de l'ordre là où il n'y a pas d'ordre. Parce que visiblement on a pris des notes de lecture, des trucs qu'il avait recopiés, des choses qu'il avait notées à gauche et à droite. Un des cas les plus remarquables, c'est évidemment ce qui s'est passé avec la préface à César, où on trouve la forme dans 177 ans, qui aurait été une corruption de dans 17 ans. Car si on se réfère à Tritème, l'édition qu'il est publiée en 1508, il écrit littéralement, oui, dans 17 ans, on arrive à 1525, et 1525, c'est le départ d'un nouveau cycle de 354 ans. Alors comment on est arrivé à mettre 177 ans à la place de 17 ans? Voilà, donc bon, la critique nostradamique n'était pas arrivée jusque-là. Moi, j'ai fait ce travail, qui me paraît intéressant. J'ai aussi travaillé sur Rabelais. Ce qui m'intéressait chez Rabelais, c'est l'iconographie, justement, puisqu'on trouve dans certaines éditions de Rabelais des vignettes qui ressemblent étrangement avec les vignettes qui figurent dans les pronostications de Nostradamus. Alors, je crois que j'ai montré que certaines convergences. Rabelais, d'ailleurs, qui est un cas intéressant aussi, puisque le 5e livre fait aussi des débats concernant de savoir si c'est lui qui l'a écrit ou pas. Et en fin de compte, l'opinion actuellement, c'est que oui, c'est des choses qui étaient de Rabelais, mais qui ne constituaient pas un livre à part entière. C'est l'opinion, je crois, de Mireille Huchon. Et on peut dire la même chose pour les centuries. Ce sont des choses qui se rajoutent à l'œuvre de Nostradamus, mais qui ne constituent pas un ensemble cohérent. À ce sujet, concernant les sources des quatrains centuriques, un des cas les plus remarquables, c'est la présence du mot Masselin dans 2 quatrains, et le fait que pour trouver la trace du mot Masselin dans les textes de Nostradamus, il faut aller aux mémoires que Nostradamus avait ajoutées initialement à son almanach nouveau pour 1562, adressé au pape.
et dont on ne connaît qu'une édition tronquée qui est conservée aux archives royales de Bruxelles. Mais on la connaît aussi de manière beaucoup plus concrète avec la traduction italienne, plusieurs traductions italiennes qui sont d'ailleurs conservées à la Bibliothèque nationale de France, et où le mot, où Nostradamus utilise le mot Masselin. Plutôt, il dit qu'un personnage qu'il va appeler Marcelin va naître en 1567, lui il met en 1566, mais il écrit cela en 1561, du fait de l'éclipse qui va se produire au mois d'avril, je crois, et il voit là une sorte d'antéchrist qui va faire des ravages redoutables. Et il l'appelle Marcelin parce qu'à mon avis, il y avait un Saint Marcelin dont la fête est célébrée en ce même mois. Et il fait un jeu de mots en disant ce Marcelin qui sera plus un Masselin si on enlève le R, c'est-à-dire qu'il sera plus un boucher, puisque le mot Masselin, c'est un jeu de mots. Masselin en italien veut dire boucher. Alors, on retrouve ce quatrain, on retrouve ce mot qui montre bien que les quatrains sont issus de la prose de Nostradamus, que j'avais déjà montré pour les quatrains des almanachs. C'est un point essentiel, car même si effectivement on peut dire que le matériau d'origine des quatrains centuriques, comme des quatrains des almanachs, est chez Nostradamus, Nostradamus n'est en aucun cas auteur de ces quatrains. On peut jouer sur. Donc il y a deux malentendus. Un, est-ce qu'on nous publie quelque chose qui était censé constituer une œuvre en tant que telle, même au niveau de la prose? Et deuxièmement, est-ce que la mise sous quatrain ne modifie pas considérablement la matrice originelle? Et donc là encore, on est très loin de quelque chose qui ressemblerait à du Nostradamus. Même si quelques mots se retrouvent, oui, les mots sont là. Oui. Les mots sont là, la matrice est là, mais elle est, je ne dirais pas qu'elle est méconnaissable, mais elle est transformée, elle est modulée considérablement, tant sur le plan du fond, dans l'ordre des mots, que sur le plan de la forme, c'est-à-dire aussi l'ordre des mots, c'est-à-dire le problème de des passages de la prose au quatrain. Et quand je dis les quatrains, je suis gentil, c'est plutôt de la prose au verset, parce que dans un même quatrain, il n'y a pas forcément des choses qui sont totalement cohérentes entre elles. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, une œuvre qui visiblement a été présentée au départ comme étant posthume, finit par devenir une œuvre censée parue du vivant de Nostradamus. Alors, il y a certainement des choses à éclaircir sur ce sujet. Apparemment, c'est dans les années 1580 qu'il y a eu un basculement, probablement en quelques années, d'ailleurs, de toute façon, cette émergence se fait sur peu d'années. Mais il est presque certain que les premières centuries sont parues comme étant posthumes. Et avec une référence d'ailleurs au fait que Nostradamus... mais ça, c'est des éditions qui ont disparu. Hein. Le fait que Nostradamus était mort et qu'on a retrouvé des choses dans sa bibliothèque et que voilà ce qu'on ressort. C'est d'ailleurs une phraséologie qu'on retrouve d'ailleurs dans l'édition effectivement parue en 1568, à l'instigation d'ailleurs de Michel Nostradamus le Jeune, enfin c'est encore un autre débat ça, et où on dit, voilà, on a trouvé dans la bibliothèque de Nostradamus tel et tel texte, pas forcément d'ailleurs de Nostradamus, des auteurs comme ça qui figuraient dans la bibliothèque de Nostradamus et puis qu'on a
qu'on a compilés et qu'on a rassemblés. Donc, on est dans le domaine de la compilation. Et donc, qu'est-ce qui a fait que quelque chose qui était plutôt de l'ordre des choses qu'on retrouve à la fin de la vie de Nostradamus, pourquoi a-t-on voulu les situer, je dirais presque au début de la carrière de publication d'Almanach et de pronostication des années 1550? Voilà, il y a des stratégies assez étranges qui ont joué. J'ai exposé certaines hypothèses à ce sujet, notamment le fait que c'est presque le succès même des centuries qui a fait problème. En fait. Bon. Parce qu'il y a un problème concernant Jean Dorat, dont les bibliothèques du Verdier ou de la Croix du Maine disent tout le bien en tant qu'interprète de Nostradamus. Et on peut se poser la question de savoir s'il n'était pas l'auteur carrément des centuries, sous leur forme quatrain. Et est-ce que ça n'a pas porté ombrage aux héritiers de Nostradamus, à César de Nostradamus par exemple, et est-ce que par réaction, il n'a pas voulu montrer que tout ça c'était déjà chez Nostradamus, et c'était déjà Nostradamus dès les années 1555, etc. Notamment avec cette fameuse préface à César, sur laquelle on pourrait encore discuter. Donc à mon avis, c'est des tiraillements internes dans le milieu nostradamiste qui ont abouti, pour des raisons purement commerciales, à ce genre de reconstitution, si on peut dire, de l'histoire de l'œuvre de Nostradamus, en décalant complètement la chronologie de l'œuvre, de la production nostradamique, en plaçant un élément qui aurait dû se trouver à la fin de cette chronologie des œuvres de Nostradamus, et en le déplaçant pour qu'il se retrouve en quelque sorte contemporain des pronostications. On connaît une pronostication pour 1555 illustrée d'une vignette. Alors on sait que ce n'est pas la même vignette, il y a aussi un problème à ce niveau-là. Il y a tout un débat que j'ai développé sur les vignettes, effectivement, et qui fait qu'effectivement, on ne voit pas pourquoi il y aurait eu plusieurs vignettes distinctes en la même année, 1555, dans la pronostication nouvelle et dans les éditions de Massé Bonhomme ou un peu plus tard d'Antoine Duron. L'explication, je l'ai déjà donnée par la suite, c'est-à-dire qu'on s'est trompé dans ce travail de contrefaçon réelle en récupérant des vignettes d'almanach, de faux almanachs des années 1560, publiées notamment chez Barberegno, et qu'on a cru être des almanachs authentiques. Et donc, par conséquent, on s'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire, on va prendre ces vignettes-là. Grave erreur. Voilà donc encore quelques éléments de réflexion que je voulais transmettre. Il est clair que, de toute façon, les centuries ont une certaine valeur prophétique. Précisément par leur... Mais alors, si ça n'est pas Nostradamus qui a... Non seulement Nostradamus ne serait pas l'auteur de ces... Donc c'est probablement pas Nostradamus qui est l'auteur de ces fameuses centuries. L'auteur au sens final du terme. L'auteur au sens des quatrains, des centuries, bon, que Nostradamus, de façon posthume, ait produit des documents qui aient servi à la composition de ces quatrains, on peut l'accepter à la limite. Hein. Mais ce qui a fait le succès de Nostradamus, c'est justement une œuvre dont il n'est probablement pas l'auteur sous sa forme, qui est justement la forme qui a déterminé tout le reste. Donc, on aura beau à montrer à quel point ces quatrains sont prophétiques et sont géniaux, ça ne fera pas pour autant, ça ne les rendra pas pour autant à Michel de Notre-Dame. Sauf en jouant sur les mots, sauf en
en choisissant certains simulacres ou certains stratagèmes pour faire croire certaines choses. Non, je pense que Nostradamus, que ce qu'on a publié sous le nom des centuries, ne constitue absolument pas un ensemble cohérent pour Nostradamus. C'est vraiment des choses qu'on a récupérées. Alors il y a un culte de tout ce qui est des reliques de Nostradamus, mais enfin je veux dire que ça n'a rien de cohérent. Et puis de toute façon, Nostradamus n'était pas quelqu'un qui écrivait de cette façon-là. Il aimait bien préciser sa pensée, à tel point d'ailleurs que dans l'almanach 1562, justement, il y a ce fameux mémoire où il parle de l'année 1567 comme une année absolument gravissime. Et à mon avis, ça a d'ailleurs été censuré. Et là, on voit bien que c'est quelqu'un qui dit les choses très clairement, de façon très univoque, et pas du tout à la façon des quatrains centuriques. Donc à mon avis, c'est une trahison de Nostradamus que de lui attribuer ce mode d'expression qui n'était pas du tout le sien, et le sien étant très daté, très précis au niveau des dates, au niveau des configurations qui sous-tendent ces dates, ce qui est quand même très très éloigné de ce qu'on peut trouver dans les centuries, même si on peut trouver aussi dans les centuries un écho à des calculs astronomiques et à des configurations qui d'ailleurs souvent sont reprises d'autres auteurs, que ce soit Trithème ou éventuellement Roussat, mais je crois que Roussat n'est pas une des sources je crois que Roussat n'est pas une source de la préface à César et donc des centuries. Je pense que la véritable source, c'est bien effectivement le traité des causes secondes de Trithème, dont on a montré à quel point il s'inscrivait dans le cadre des 177 ans ou des 17 ans de la préface à César. Préface à César qui est, faut-il le rappeler, totalement incohérente, qui elle-même est une fabrication avec des emprunts à Savonarole, mais aussi avec des états successifs de la pensée de Nostradamus, ou des notes, il a pris des notes. À un moment donné, il note que Trithème dit que dans 17 ans, on sera dans un nouveau cycle, et puis quelques lignes après, dans la préface à César, après avoir dit ça, il dit qu'on est entré déjà depuis quelques années dans le cycle en question. Donc ça ne tient pas debout tout ça, ça ne tient pas debout. On voit bien que c'est très, très composite, c'est très hétéroclite. Et cette préface à César, c'est parce qu'elle est datée de 1555 qu'on a créé des éditions de cette même date, de toute façon. Mais la logique, évidemment, veut que, par définition, une œuvre posthume soit constituée d'œuvres qui sont parues, qui ont été écrites, en tout cas, bien avant. Donc, on voit bien que si un texte a été écrit en 1555, ça ne veut pas dire qu'il soit paru en 1555. Mais la tentation est grande, en effet, de le faire paraître en 1555. Mais bon, tout ça est assez facile à comprendre. Enfin, en tout cas, qu'on le veuille ou non, on est en 2013, et ben en 2013, on n'a toujours pas accepté... on continue à véhiculer des erreurs sur Nostradamus. On n'a toujours pas démystifié tout cet ensemble de choses. Il y a des résistances considérables. Même, je parle bien, même chez les universitaires, même chez les chercheurs qui font des thèses de doctorat. Récemment, il y a eu encore des travaux sur Nostradamus qui sont parus, notamment ceux de Crouzet, qui ne tiennent absolument pas compte de tout ça, de toutes ces recherches. Alors, pourquoi? Ben, je crois que il faut avoir un sens assez aigu de la chronologie des choses pour s'apercevoir de la sombre d'incohérence, d'invraisemblance. Et il faut aussi être capable d'admettre que des choses, que la carte n'est pas le territoire, et que des choses qui sont annoncées ne sont pas réalisées, qu'il
il peut y avoir des absences, des manques. Visiblement, il y a des documents qui nous manquent dans la bibliographie de Nostradamus. On a les contrefaçons, mais on n'a pas les vraies premières éditions des Centuries, qui étaient vraisemblablement signalées comme posthumes, et qui comportaient éventuellement un mode d'emploi, qui comportaient éventuellement même un commentaire, pour montrer que ces centuries avaient déjà fait leurs preuves, en quelque sorte. Comme on le trouvera d'ailleurs au XVIIe siècle. On sait que le premier gros travail dans ce domaine, c'est évidemment celui de Jean-Aimé de Chavigny et d'Eugenius Gallicus, la première phase d'Eugenius François, de 1594. Ouvrage d'ailleurs qui, entre parenthèses, comporte notamment le 100e quatrain de la 6e centurie, qu'on ne trouve dans aucune édition de l'époque. Quatrain sur la fille d'or, la fille de l'or, que moi je relis probablement à Catherine de Médicis, la fille de Laurent de Médicis, un jeu de mots. On ne le trouve nulle part, ce quatrain. Alors ce quatrain. Donc certains diront, oui, mais justement, je trouve qu'il n'a jamais existé. Oui, mais enfin, n'empêche qu'on a quand même que 99 quatrains à la 6e centurie, et qu'on a effectivement un quatrain qui clôture, en quatrain latin, qui clôture la 6e centurie, mais qui, à mon avis, ne fait pas partie de la 6e centurie, qui clôture la totalité des 6 centuries, parce qu'à mon avis, à une certaine époque, il n'y avait pas de 7e centurie. Et ça, c'est aussi relativement évident. La 7e centurie, au départ, c'est une addition supplémentaire. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est les fameux, ça appartient justement à cette addition de 39 ou 38 articles à la dernière centurie. La dernière centurie étant la 6e centurie. Donc la dernière centurie était déjà clôturée par un quatrain legis cautio ou legis cautio. Voilà, et on a gardé ce truc-là. Et par la suite, on a dit, oui, mais voilà, ce truc-là, c'est justement le 100e quatrain qui... Voilà. Non, en réalité, le 100e quatrain, c'est bien celui qui est recueilli par... qui est dans le Janus Gallicus. Et qu'on retrouve d'ailleurs, alors par la suite, au XVIIe siècle, très largement, dans toutes sortes d'éditions, qui se servent probablement d'ailleurs du Janus Gallicus, ou peut-être d'autres documents plus anciens. Alors, il y a des choses aussi intéressantes concernant par exemple l'édition de 1568 de Benoît Rigaud. Cette édition, non seulement, elle effectivement, elle se présente comme posthume, comme celle de Pierre Rigaud d'ailleurs. Donc déjà, on a déjà un élément qui va dans le sens de premières éditions posthumes, mais ce sont des... Alors là aussi, on peut se poser la question. Est-ce que le fait au départ, est-ce qu'on n'avait pas affaire à des contrefaçons virtuelles? C'est-à-dire on n'avait pas affaire à des... On disait simplement, oui, oui, ça a été publié en 1568 par Benoît Rigaud, nana. Est-ce que ce n'est pas dans un deuxième temps qu'on aura réalisé la contrefaçon pour qu'elle soit réelle, justement, et à quel moment ça s'est fait? Alors visiblement, d'ailleurs, c'était très tardif. Parce que dans les éditions Benoît Rigaud, Éric Rigaud, Pierre Rigaud de la fin du XVIe siècle, il n'est aucunement question d'une édition de 1568. Aucunement référence à cela. Ce sont les éditions troyennes qui... Bon, il y a aussi le problème de savoir à quelle date elles sont parues, ces éditions troyennes. Justement, ces éditions troyennes qui se réfèrent à l'édition de 1568, Benoît Rigaud. Mais à mon avis, c'est le type même de l'annonce virtuelle. Il faudrait beaucoup plus de temps que cela pour créer réellement un produit, prendre la peine, parce que l'annonce virtuelle c'est facile, on dit voilà, hein, de prendre la peine de réaliser le produit en question. À mon avis, il faut attendre le XVIIIe siècle pour y arriver. Que ce soit pour Pierre Rigaud 1566 ou pour Benoît Rigaud 1568.
on sait que, bon, on ne va pas revenir sur la question de l'aberration d'avoir attribué à Pierre Rigaud l'édition en 1566. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, on a des éditions posthumes, c'est intéressant parce que on reviendrait à la thèse posthume au XVIIIe siècle en produisant justement de fausses éditions posthumes à l'appui de cette thèse. Donc la question du statut posthume ou pas posthume, elle est très ondulante, hein, elle change d'un siècle à l'autre. Le XVIIIe siècle revient à la thèse de la posthumité des centurions. 1566 qui est juste l'année de la mort de Nostradamus, et puis 1568 qui est juste un peu après. Donc voilà encore, voilà, donc nous avons... mais c'est vrai que... Alors le cas de Michel Nostradamus le Jeune a fait l'objet de beaucoup de discussions. Hein. Tout le monde dit que c'est un imposteur, etc. Bon. Moi, j'ai étudié la question, et à aucun moment, et d'ailleurs, premièrement, il ne publie rien sous son nom. Enfin, moi, j'ai étudié sur tous les... En tant que, quand il se présente à la mort de Nostradamus comme étant quelqu'un qui s'occupe de publier des choses qui sont dans la bibliothèque de Nostradamus, il ne dit pas du tout qu'il en est l'auteur, donc il se présente simplement comme éditeur. C'est-à-dire, il n'est pas un éditeur très honnête non plus, puisqu'il attribue, il récupère les travaux de l'italien Ponfilius Riccius pour ses pronostications sur 20 ans, donc de ce côté qui était d'ailleurs paru à Anvers déjà en français. Donc ça c'est quand même déjà très, très discutable. Mais bon, il y a un problème concernant le testament de Nostradamus, on sait, il y a plusieurs, dans certaines biographies on dit qu'il y a eu un premier, il y a eu bien un Michel Nostradamus qui est né. Après, ce Michel disparaît. Enfin bon, même au XVIIIe siècle, c'est ce qu'il produit aussi. Les biographies du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, font état de ce Michel Nostradamus le Jeune, comme étant l'aîné. Vous savez que dans le Testament de 1566, Nostradamus dit qu'il ne sait pas encore qui fera quoi. Enfin, des testaments, à mon avis, il y en a eu plusieurs aussi, c'est un peu compliqué tout ça. Donc effectivement, il y a eu probablement des histoires de famille encore là, entre César, Michel Nostradamus le Jeune. Qui, encore une fois, mettent l'accent sur le côté posthume. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il dit il y a des choses qui sont encore à paraître. Et je ne sais pas encore qui s'occupera de ça. Ça sera décidé par la suite. Et visiblement, c'est a priori le premier qui a été désigné comme devant s'occuper de l'exploitation de ces documents, semble avoir été Michel Nostradamus le Jeune. Alors il y a aussi le cas d'Antoine Crespin, auquel j'ai consacré beaucoup de travail, notamment en 2002, j'ai publié ces prophéties dédiées à la puissance divine et à la nation française. Alors, on trouve effectivement des quatrains dans tout ça, des morceaux de quatrains, ce qui montre bien que je ne parle même pas de la fameuse épître de Jean de Chevigny à l'Archer, où il y a un quatrain qui est en tête d'ailleurs de cette fameuse, alors la préface est en tête de la traduction des textes de Jean Dorat, donc on retrouve le problème de Jean Dorat. Il semblerait qu'effectivement, assez rapidement, des quatrains et même une certaine structure centurique aient pu circuler de façon assez confidentielle pendant pas mal d'années. Ce qui fait qu'on retrouverait ça chez Crespin. Il semblerait que dans les années 1570, une certaine structure centurique soit déjà en place.
comme je l'ai d'ailleurs dit dans mon discours de soutenance de mon post-doctorat qui est sur Internet en 2007. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'épître, donc, ça ne paraît pas de manière officielle. Chez Crespin, ça paraît de façon extrêmement étrange, sous forme d'adresse, s'adresser à des personnages qui ne sont pas du tout associés à Nostradamus. Et dans Chevigny, il est écrit, Jean de Chevigny écrit qu'il lui communique un quatrain. S'il lui communique un quatrain, c'est que alors quand on regarde, donc c'était quelque chose de très sous-manteau, très officiel, mais progressivement constitué, mais qui ne paraissait pas, pour toutes sortes de raisons, apparemment, à moins qu'elle soit d'ailleurs, par la suite. En tout cas, pas au départ, peut-être probablement à la fin des années 1570, au début des années 80, que ça paraît. On ne va pas discuter dans cette vidéo, dans cette causerie, de toutes sortes de choses. Enfin là, on a déjà un panorama assez complet de problématiques que j'ai soulevées au cours de ces derniers mois concernant le sujet. Nostradamus n'est pas un poète. Il n'a aucune raison de figurer dans une anthologie de la poésie. Même si un auteur a été utilisé pour faire des poèmes, il n'est pas poète pour autant. Pas non plus poète du monde. Lui-même n'avait pas du tout l'idée de publier des textes sous une forme de centime, de quatrain, ou sous une forme cryptée d'ailleurs. À ce propos, entre parenthèses, bien reconnaître que et ça c'est un côté de Nostradamus qu'on ne connaît pas bien en France. On connaît mieux en Italie, puisque ces textes sont parlés en italien, et en France on les connaît que par le biais d'un manuscrit qui est très peu connu, qui a été d'ailleurs réédité au début du XXe siècle. Ça a été convaincu que 1967 serait une année déterminante. Il était omnibulé par la fin des années 1560, Nostradamus. Ensuite, on est voulu, du fait que les choses ne sont pas passées comme annoncé, on est voulu noyer le poisson en lisant d'autres chronologies ou en lisant des textes dont la dimension prophétique était quand même assez floue et assez peu claire au niveau des dates, probable. Mais quand même cette fixation de Nostradamus, des années, très rapidement, mais il se contentait tout simplement de compiler d'ailleurs les ouvrages de Leovicius sur la succession des éclipses. L'ouvrage, ça a donné lieu d'ailleurs à ces significations de l'éclipse de 1559, qui a été recopié en grande partie, traduit en grande partie de Leovicius. L'ouvrage d'ailleurs, dont l'authenticité est très très contestée. Et d'ailleurs justement cet ouvrage, les significations de l'éclipse de 1559, cet ouvrage comporte aussi une annonce virtuelle, une contrefaçon virtuelle.
les significations de l'éclipse qui sera le 16 septembre 1559. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un passage où il est indiqué, d'ailleurs c'était moi le premier à l'avoir signalé, indiqué combien que le terme soit fort long, ce nonobstant les effets de ces études ne seront guère dissemblables à celui d'Issey l'année, comme plus amplement est déclaré à l'interprétation de la seconde centurie de mes prophéties. Alors, donc c'est une lettre de 1558 envoyée à Marat, et Marat Desaraté, Jacob Marat, et donc elle est contemporaine de l'épître à Henri II, quelques semaines près. Alors, on veut nous faire croire que, dès cette époque-là, il se référait aux centuries. C'est d'ailleurs le seul document qu'on connaisse où le mot centurie figure en dehors évidemment des contrefaçons. Alors, c'est une contrefaçon virtuelle parce que il parle de l'interprétation de sa seconde centurie, mais on ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas eu de contrefaçon réelle à partir de ça. Ça a été annoncé comme ça, mais on ne connaît pas d'ouvrage qui serait attribué, à notre avis, sur l'interprétation de sa seconde centurie. Et donc, encore une fois, la contrefaçon virtuelle ne donne pas forcément lieu à des réalisations. C'est quand même une contrefaire de concrètement. Cela dit, on a bien là quand même une fausse édition. Ça a été signalé notamment par le fait qu'apparemment il y a plusieurs. J'avais fait un article là-dessus, ça a été repris aussi par Van Berkel en Hollande. Il y a des choses qui sont surajoutées, qui se juxtaposent, plusieurs sources contradictoires, décalées les unes par rapport aux autres. C'est un document qui est très, très douteux aussi. Donc on voit que c'est un véritable traquenard de travailler sur Nostradamus. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup d'impasses, beaucoup de faux semblants. Et il est quand même tout à fait attristant de devoir constater qu'en 2013, toutes ces manigances n'ont pas encore été acceptées et reconnues par le milieu nostradamologique, qui en reste à une vision très factuelle, entre guillemets, de l'œuvre de Nostradamus. On s'en tient très frileuse aux dates indiquées, avec notamment cette espèce de perplexité sur dont me faisait part d'ailleurs encore récemment Gérard Maurice, sur lequel j'ai publié dans la revue française d'histoire du livre, comme d'ailleurs l'a fait Patrice Guinard quelques années plus tôt. Continue à me dire oui, mais vous comprenez, Jacques Heilbronn, comment a-t-on pu produire de telles contrefaçons qui ont une telle apparence de vérité sur le plan du choix des lettrines, du choix des bandeaux, du choix des papiers. Voilà. Effectivement, c'est vrai que ce point-là résiste. C'est pour ça montre bien que les contrefaçons réelles ont pesé considérablement sur les esprits, puisque face à un document, je me souviens quand Ben Azra a publié en 1983 le reprint, enfin le facsimilé de l'exemplaire d'Albi de l'édition de 455 c'est Bonhomme, les gens se sont dit, ben voilà, on a la preuve, voilà,
ça a eu beaucoup d'effets. Ça a eu beaucoup d'effets parce qu'on pouvait toucher l'ouvrage, on pouvait l'observer, on a trouvé un autre en plus par la suite à Vienne, etc. Il y a eu une sorte de période d'euphorie à un moment donné liée à ces redécouvertes. On a aussi retrouvé une autre édition de Antoine Duron 1557 en Hollande, à Utrecht. Donc tout ça a conduit à effectivement s'exciter sur ces éditions réelles, bien réelles, qu'on pouvait retrouver dans les bibliothèques un peu partout. Alors qu'en réalité, on ne voit pas pourquoi une contrefaçon ne se perpétuerait pas elle aussi dans les bibliothèques. Peut-être parfois plus facilement que les vrais ouvrages. Mais ça reste un obstacle épistémologique que beaucoup de chercheurs ne veulent pas franchir, à savoir la reconnaissance qu'on peut fabriquer des faux très, très au point, très vraisemblables. C'est oublier à quel point les auteurs du XVIe et XVIIe siècle mettaient en scène l'Antiquité, était un point d'honneur à pouvoir restituer l'apparence du passé. Hein. Comme aujourd'hui, il y a des cinéastes qui prennent un malin plaisir à situer leurs films dans un passé déjà révolu, en reconstituant complètement les fastes, par exemple, Versailles, etc. Effectivement, cette capacité de produire, de reconstituer le passé, c'est évidemment une obsession, quelque part, une fascination. Et Nostradamus, la production nostradamique est, à un moment donné, marquée par cette dimension rétrospective, non seulement posthume, mais rétrospective, c'est-à-dire justement on va produire des ouvrages en étant extrêmement fidèle à la vraisemblance de ce qui paraissait à l'époque. Moi, je ne me suis pas spécialement impressionné par cela, mais apparemment, certaines personnes qui en tant qu'historiens, n'ont peut-être pas été formés à l'étude des contrefaçons, n'ont peut-être pas accordé toute l'importance à la question de la logique, du raisonnement, de l'argumentation. On a peut-être effectivement des historiens qui sont assez timides dans leur façon de travailler, sans parler des bibliothécaires qui reproduisent docilement ce qui est indiqué sur les documents. Je crois que, effectivement, de ce point de vue-là, il va falloir modifier les mentalités. Voilà.